Nous sommes dans la loge du théâtre Édouard VII, Sacha Guitry. Et notre ami a été gentil de nous accueillir quelques instants. Il a beaucoup de choses à faire. Et c'est gentil ici parce que le public est toujours très curieux de savoir un peu comment vivent les stars et les grandes vedettes. Alors en acceptant de jouer la répétition L'amour puni de Jean Anouilh, est-ce que vous avez dû renoncer à faire du cinéma ou à accepter de tourner? Parce que vous êtes parti pour une centaine de représentations. On est à peu près au milieu maintenant. Oui, on est à un 50e. Je pense qu'on va aller jusqu'à la fin juin, puis une reprise d'un mois en septembre. Oui, j'ai évidemment renoncé à des films, mais tout à fait entre nous, j'attache un petit peu moins d'importance au cinéma. C'est-à-dire que les films se font, il y en a beaucoup qui se font. Il y a quand même, je crois, en France, entre 150 et 180 films qui se font dans l'année. Au théâtre, c'est plus difficile de trouver une belle pièce, à part si on va fouiller évidemment dans le théâtre classique. Mais c'est pas évident de trouver une pièce de théâtre, et quand elle est là, il faut la jouer. C'est beaucoup plus important à mon avis. Et puis il y a le fait que le public est là, qu'il y ait 700 personnes tous les soirs dans un théâtre, quand il est complet en plus, c'est agréable. Je trouve que c'est un plaisir à côté duquel on ne doit pas passer. Alors le cinéma, c'est formidable, mais c'est autre chose. Et puis moi, je n'ai jamais abandonné le théâtre, puisque j'ai toujours fait régulièrement du théâtre. Ça doit être ma 20e pièce ou 21e pièce. Donc je faisais plutôt du cinéma entre les pièces de théâtre, contrairement à ce que disent d'ailleurs beaucoup de journalistes français qui pensent que je suis un acteur à la mode, c'est-à-dire que je reviens au théâtre. Alors les Belges se souviendront que nous avons été jouer Attention fragile là-bas, et que j'ai fait quelques tournées où je suis allé là-bas. Donc c'est parce que la presse française est un peu inculte, il faut bien le dire. Pour faire le portrait de Bernard Giraudot, il faudrait quand même si vous n'aimez pas ça beaucoup, reparler du départ. Moi, je pense surtout à cette aventure sur la mer quand vous aviez 15 ans. À 10 ans, vous ne teniez déjà pas en place, vous partiez faire des camps avec des copains. Alors, ce 2 tours du monde à bord de la Jeanne d'Arc, au départ de La Rochelle, pour un enfant à 15 ans. Oui, 15 ans et demi. C'est-à-dire que je suis parti faire une école de mécanique avant. Oui. Et puis j'ai embarqué, je devais avoir 16 ans et demi, 17 ans. Et je suis parti jusqu'à 20 ans. À 20 ans, j'ai redébarqué à La Rochelle et puis j'ai fait un petit peu différentes choses. Dans et ce puis classique, c'est-à-dire que j'ai découvert ça un petit peu plus tard. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette aventure sur la mer? Qu'est-ce qui reste dans la tête après C'est une analyse qu'on fait, plus on vieillit, plus on la fait, cette analyse, mais elle se fait d'une manière inconsciente, comme ça. Ce sont des choses qui vous restent, c'est-à-dire qu'on a une mémoire, heureusement, auto-nettoyante. Et il reste donc les bons souvenirs et ce qui peut vous resservir aujourd'hui, c'est-à-dire le regard que vous avez sur les gens, le regard sur les choses, sur le monde, qui est peut-être pas... J'ai pas eu l'impression d'apprendre beaucoup sur le moment, et puis finalement, ce sont des choses qui me reviennent aujourd'hui. Vous savez, c'est très difficile, parce que je n'ai pas vécu autre chose, donc je ne sais pas ce que c'est que de vivre une vie universitaire. J'étais à l'école que jusqu'à 15 ans, donc je ne sais pas du tout, j'ai vécu avec des hommes tout de suite, c'est-à-dire avec des hommes qui étaient beaucoup plus âgés que moi. Alors c'est une expérience merveilleuse parce que j'avais envie de partir sur la mer, en même temps désastreuse parce que c'était l'armée et que il n'était pas question que j'y reste. Donc je suis parti très très vite, avant mon contrat final. Et ce qui m'en reste peut-être, c'est une manière d'aborder les choses. D'aborder le mot. Oui. Dans le vocabulaire aussi, alors il y a des traces. Oui. Non, c'est vrai. C'est une façon de voir les choses qui est un petit peu différente, peut-être. Une manière de les prendre à bras-le-corps de temps en temps. Une manière de se méfier aussi. Se méfier, oui. De la bourrasque. Des mauvais vents. Mais en fait, l'aventure théâtre, parce que c'est quand même par là que ça a commencé, c'était en 70, à La Rochelle. Ne me demandez pas des dates, ça c'est pas possible. À La Rochelle, là-bas, oui. Vous avez promené des décors, et puis un beau jour, on vous a demandé de jouer quelque chose, et puis hop, c'est parti. Oui, c'est-à-dire qu'avant que je trimballe les décors, on m'a demandé de jouer quelque chose, et après on m'a fait trimballer les décors. Oui. C'était comme ça que ça s'est passé. C'est-à-dire que, je faisais divers métiers, comme je vous disais tout à l'heure, et puis un jour, un copain me dit, tiens, il y a une troupe de théâtre qui se crée à La Rochelle, va donc faire un tour, puisque tu sais pas quoi foutre, Alors j'y suis allé et puis on m'a mis sur le plateau. J'avais cette démarche chaloupée qu'ont tous les marins qui ont pas mal navigué. Et puis on m'entendait pas à 1 mètre, alors c'était une catastrophe. Alors on m'a demandé si on voulait bien aider à transporter les décors, etc. Là j'ai rencontré d'autres gens qui m'ont fait travailler la danse classique. Et puis je me suis mis à bosser, vraiment à travailler. Et puis j'ai fait des petits rôles, puis des rôles un peu plus importants, et puis après des premiers rôles. Et puis je suis parti dans une autre troupe qui était celle de Grenoble à l'époque, Maison de la Culture de Grenoble, où travaillait Le Sage.
Et puis je suis venu à Paris, j'ai joué une pièce avec Fabry, après je au conservatoire. Premier prix au conservatoire, de comédie moderne et classique. En combien de temps tout ça? Parce qu'il a fallu travailler tout de même, puis il fallait gagner sa vie entre-temps. Oui, mais c'est-à-dire que moi j'ai toujours travaillé en même temps, c'est-à-dire que j'avais la chance d'être au théâtre avec Fabry, ensuite j'ai joué une autre pièce, pendant cette pièce j'ai préparé le conservatoire, et quand j'étais au conservatoire j'ai continué à jouer au théâtre. Ils m'ont laissé faire, j'avais une dispense, comme on dit, parce que j'avais eu une vie un peu turbulente avant, alors on m'avait donné une dispense, donc je suis rentré assez vieux au conservatoire, je crois que j'avais 24 ans, et puis je suis sorti 2 ans après, c'était normalement 3 ans le conservatoire, on avait le droit de présenter le concours au bout de 2 années. Alors j'ai présenté au bout de 2 années, j'ai eu le premier prix, et puis j'ai continué ma carrière. Je devais rentrer au Français, j'ai demandé à ne pas y entrer parce que je sentais pas que la maison était faite pour moi, ou moi pas fait pour la maison, enfin bref, et Dux a été formidable et il a très bien compris. Donc je n'ai pas eu à payer de dédit, et j'ai continué ma carrière comme ça. C'était agréable ce tournage avec Takela, Carole Laure. Oh oui, bah oui, Jean-Charles est l'être le plus adorable qui soit. Faut que je me souvienne, parce que c'est loin quand même déjà. Mais j'ai une mémoire qui efface beaucoup les choses. Oui, je sais que vous n'avez pas beaucoup parlé du passé, mais ça fait un joli souvenir. Et puis ce sont des films qu'on revoit à la télé, qui sont actuels. Oui, que je ne revois pas, moi jamais, je ne revois pas les choses que j'ai fait. Non, non. Mais cela dit, je me souviens très bien bon, d'abord Jean-Charles est un être adorable, et ensuite de ces 2 super nanas quand même, que sont Carole et Brigitte. Oui. Et donc c'était un tournage très agréable parce que Jean-Charles est comme c'est un journaliste aussi. C'est un journaliste qui a envie de s'intéresser comme ça, et c'est ce qu'il y a de plus difficile, je crois, au monde à faire, à la médiocrité. Il s'intéresse à la médiocrité des gens, comme ça, à la chose moyenne. Oui. Et c'est pas facile, ça. Pourquoi ceux-là n'ont pas réalisé leur rêve, alors qu'ils avaient tant rêvé? Voilà. Et je trouve que ça, c'est ce qu'il y a de plus difficile, et il le fait très très bien, parce qu'il a un œil formidable sur... Dans toutes ces productions, c'est-à-dire dans le théâtre, dans toutes ces feuilletons de télévision que vous avez fait, les films, est-ce qu'il y a un moment donné, un moment comme ça, tout à coup, vous vous êtes dit, ça y est, je suis un acteur, cette fois, ça y est? Comme je suis très prétentieux, je vais dire que c'est bien avant ça. Non, c'est pas vrai. Mais bien avant les feuilletons, avant les feuilletons, non. Avant sur les le bateau, feuilletons. peut-être, alors. Non, dire un comédien, je sais pas, mais sentir, ça, un comédien, on ne le sait jamais, si on est réellement un comédien. Vous savez, il y a le plaisir du public, et puis il y a le public qui vous dit effectivement s'il a envie d'aller vous voir ou pas, les gens du métier qui aiment ou qui n'aiment pas ce que vous faites, mais enfin... C'est difficile de savoir si on est réellement un comédien ou un grand comédien, on ne sait pas, on ne saura jamais. Le sentir par l'intérieur. Oui, alors là c'est tout à fait différent, ça c'est autre chose. Alors ça c'est le plaisir qu'on a à faire ce métier, et cette chose extrêmement mystérieuse qui fait qu'on a envie de retourner sur les planches, qu'on a envie d'avoir le trac, avoir peur. C'est un métier de fou, puisqu'on a envie d'être malade, parce qu'on est complètement maso finalement. On est malade de trac, on a une peur ahurissante et on y retourne. Alors vraiment on le cherche. Oui. Donc il y a une raison pour ça, c'est qu'un jour on découvre un plaisir, et que ce plaisir peut être renouvelable, bien entendu. Je pense que c'est l'orgasme tout simplement. Oui. Et que ça s'est situé, c'est un jour je jouais pour la première fois un premier rôle dans une pièce qui s'appelait Le Baladin du monde occidental de Synge. Oui. Et c'est un personnage qui me convenait parfaitement, je crois. Et en répétition je m'en suis pas rendu compte, c'est après en scène que je me suis rendu compte de la liberté que je pouvais avoir dans ce personnage. Et là, je me suis rendu compte d'un certain nombre de choses difficilement explicables comme ça au public. C'est assez mystérieux. Ce qui fait qu'on a commencé à tisser une toile d'araignée avec le public, c'est-à-dire que chaque fil rejoint un spectateur, et que si ce fil n'est pas coupé pendant la représentation, il se passe des choses tout à fait étranges et extraordinaire. Peut-être pas mystérieuse alors pour le comédien. Si, elle reste très souvent mystérieuse parce que. Elles sont renouvelables, elles reviennent. Oui, heureusement, mais c'est pas si courant que ça, contrairement à ce qu'on dit. C'est pas si courant que ça. Il faut quelquefois 10, 15, 20 représentations pour retrouver ce plaisir. Là, on l'a à certains moments, mais le plaisir total, c'est une chose que l'on recherche en permanence, mais que l'on n'a pas toujours, heureusement. Sinon, peut-être que ce ne serait plus le même plaisir. Mais ça reste mystérieux tout de même. Ça reste quelque chose de très bizarre. Le corps participe certainement beaucoup à ce plaisir. Oui, c'est complètement sensuel. C'est évident qu'il y a une sensualité énorme. C'est pour ça que vous avez appris aussi entre-temps, non pas des sports, mais d'autres disciplines pour être tout à fait à l'aise avec ce corps qui devient un outil. Et vous savez, moi, j'étais pas un sportif du tout. C'est parce que quand je suis arrivé la première fois sur une scène de théâtre, on m'a dit, tu sais pas marcher, tu sais pas parler, tu sais pas bouger, tu sais rien faire, quoi. Bon, il fallait bien que je travaille, puisque j'avais envie, ça m'intéressait. Alors j'ai travaillé, donc j'ai fait de la danse, j'ai arrêté l'alcool, j'ai fait la danse, mais j'ai continué la cigarette. Oui. J'ai fait quelques sports pour essayer de connaître mon corps, cet instrument dont j'avais besoin, et qui pouvait me servir par la suite pour d'autres disciplines, d'autres rôles. Je pensais à la boxe thaïlandaise, justement.
Oui, puisque, oui, bien sûr. Mais la boxe thaïlandaise, c'est parce que c'est un sport auquel on m'a intéressé. Il était assez inconnu en France. Ça commence maintenant à prendre très très bien. C'est un sport très très violent. J'aimais bien la boxe et il y a eu quand même c'est vrai, il faut bien dire en France, une baisse au niveau du spectacle de la boxe en France. Et on m'a fait découvrir la boxe thaïlandaise qui est assez impressionnante. Je dis pas que c'est très beau, c'est très impressionnant. C'est très impressionnant. Rapide, dur, violent, très 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 dur. Et ça a une origine qui est en Thaïlande, les écoles de boxe thaïlandaises là-bas, c'est les quartiers pauvres, etc. Donc c'est une forme de réussite. Mais c'est assez intéressant, mais je l'ai jamais pratiqué réellement. C'est-à-dire, je l'ai travaillé, mais pas vraiment. J'ai fait du karaté, mais parce que j'avais abandonné la danse, le karaté. C'était pas simplement, c'est pas pour me défendre dans la rue. Bon, en fait, simplement que c'est une discipline physique. À Rue Barbare, parce que là, c'était nécessaire. C'est un film quand même très très violent. Oui, il est violent sur la fin surtout, puisque c'est la dernière scène de la fin qui est violente, mais c'est qu'il y a une violence latente pendant tout le film. Et je crois que c'est ça l'intérêt aussi. Et alors ce personnage, cet acteur qu'on connaissait, cette espèce de grand sourire bleu, tout ça, tout à coup, un personnage tout à fait physique. Mais parce que je crois que dans la vie, si on regarde bien autour de soi, on découvre tout d'un coup des gens qui vous paraissent être des gens extrêmement stables, calmes, équilibrés, qui sont des féroces, quoi. Hein, on découvre souvent. Et je crois que là, c'était amusant par la transformation physique. Je me laissais pousser la moustache, de prendre une attitude un petit peu différente, les cheveux plus longs, de me refaire une gueule comme ça. J'ai une admiration sans borne pour Laurence Olivier, qui avait une connaissance du maquillage extraordinaire, et que il y a rien à faire. Je trouve ça formidable. Même j'ai pas besoin de me maquiller pour la pièce, mais je trouve ça formidable de se maquiller quand même. Alors je me maquille quand même. Alors je change le soir, je me fais des rides supplémentaires parce que pour m'amuser, pour vieillir un côté, pour marquer quelque chose. C'est agréable de chercher, de trouver, de transformer légèrement le visage. Et c'était intéressant pour ça aussi, Rue Barbare. C'est intéressant de me transformer moi, de présenter un autre personnage. C'est notre... Quand on arrive en scène, que le public est là, tout chaud, jusqu'à quel rang voit-on? Est-ce qu'on reconnaît les visages? On voit rien, non, je crois qu'on voit rien. Alors si on a des petits trous dans le rideau quand il est fermé, si on a des amis dans la salle, on peut les voir, savoir où ils sont placés. En général, j'aime pas beaucoup ça. Ça porte pas un nom, Non, je sais pas, il y a un nom? Non, un espion, c'est pas ça? Un espion, oui, on dit ça. Moi, je suis pas tellement tradition, alors je sais pas. On dit jamais, il faut jamais dire de corde, par exemple. Comme je suis un ancien marin, alors je dis toujours, alors on paye le pot quand on dit une corde, on dit un fil ici. Mais faut pas oublier que les machineries de théâtre, finalement, ont été inventées par les marins. Alors, je dis toujours ça pour justifier. Pour pas payer le pot. Non, si, mais c'est vrai que les traditions, non, je suis pas tellement attaché aux traditions. Hein, la peur du verre, par exemple. Du verre? Oui, le verre dans les théâtres. Vous avez jamais vu de théâtre en verre? Non. Ben non. C'est une couleur, je sais pas, il y a une origine, je pourrais pas vous la dire. Les œillets aussi, je pense. Oui, paraît-il. Enfin bon. On les empoisonnait dans le temps, d'ailleurs. Mais on voit pas, hein. Enfin, on pourrait voir, mais... Si le regard s'accroche, par exemple, sur si quelqu'un. Si accroche quelqu'un, on sort de l'univers. On sort de l'univers à ce moment-là. Hop, on est dans la salle. À partir du moment où on accroche un regard, on est dans la salle. J'imagine tout de même, Bernard Giraudot, que vous devez avoir des fans, beaucoup qui viennent vous voir au théâtre. C'est-à-dire, elles vous ont vu au cinéma, elles ont aimé ce que vous faisiez au cinéma, et peut-être pour la première fois, vous les avez emmenés au théâtre. Oui, il y en a pas mal finalement. Oui, il y en a pas mal. Alors, ça c'est plutôt agréable. Ça fait quand même un tout autre public. Le public oui, c'est un autre public. C'est-à-dire que là, c'est plutôt un public bourgeois, sans être péjoratif. Parce que le théâtre c'est cher, faut pas l'oublier. À nous, il attire un public un peu particulier, et que là, à l'étonnement de tout le monde, on a un public très populaire. Et ce qui est très agréable. Alors des gens, effectivement, quand je m'étais au théâtre, c'est la deuxième fois, ils m'avaient vu dans le cadre de... Alors évidemment, il y a un public bourgeois qui vient, et puis il y a aussi, par exemple, à l'avance, les locations, tout est loué au balcon, par exemple. Voilà. Et là, c'est un public qui est jeune. Public très jeune. Très jeune, qui a entre 16 et 25 ans. Quoi. Auparavant, à nous, ils ne connaissaient pas du tout. Maintenant, on sait qui c'est. Enfin, c'est ça, mais pour venir vous voir, vous et Annie Dupère. C'est agréable, Est-ce qu'elle manifeste quand vous rentrez en scène? Non, c'est très agréable. Quelquefois, c'est arrivé sur une ou deux représentations, mais ça se tait très très vite, parce qu'il y a une espèce d'ambiance particulière dans un théâtre, il y a un univers. Je lisais encore aujourd'hui Pauline Carton dans ses mémoires, elle dit on ne remercie jamais assez le public pour son imagination. C'est joli. Et c'est vrai que le public a une imagination folle et qu'il est obligé d'avoir une imagination extraordinaire, puisqu'on est chez moi, ici, dans un château de 18e. Bon, on peut imaginer qu'il y a un grand parc derrière, et voilà, donc c'est le printemps, l'été, tout ça. Voilà. C'est ça le théâtre. Et pourtant, oublié de vous revenir à quelques souvenirs à propos de l'année des Méduses, si vous voulez bien, ce film. Oui, l'année des Méduses, oui, bah oui. C'était un sacré morceau aussi, comme film. Oui, c'était un...
C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est que Christopher m'a proposé un second rôle, déjà, c'était pas le rôle principal, mais un personnage que j'avais pas encore joué, ça. Il n'était pas vraiment super sympathique, hein. Pas complètement sympathique, mais finalement, ce sont des personnages très intéressants, les personnages qui sont pas sympathiques. Ils sont plus proches d'une certaine réalité, c'est ça? Ils sont probablement plus proches d'une certaine réalité, et ensuite, on le sait bien, beaucoup plus complexe. Oui. Et vous dites ça avec l'œil qui brille, c'est que ça vous plaît bien de le faire? Ben, je n'aime que ça, à vous dire la vérité. Quand j'ai eu beaucoup hésité à jouer ce personnage, parce que ce personnage, dans la pièce, il est pas si ambigu que ça. Je l'ai rendu un peu plus ambigu, un peu plus avec une mort comme ça, avec un côté désabusé. Et puis il y a la découverte de l'amour, et à 40 ans découvrir l'amour et ne savait pas ce que c'était que l'amour, c'est toujours intéressant. Mais c'est vrai que je suis beaucoup plus attiré par les personnages très ambigus. Il me semble plus intéressant de jouer Iago Cotello, et on parlera peut-être tout à l'heure de Bras de Fer, c'est typiquement les personnages que j'adore, quoi. Mais on n'est pas tous propres, on n'est pas tout propre en nous. Il y a toujours des choses on se reproche et qu'on entretient aussi parce qu'on aime ça. Comme le public aime bien s'encanailler, la presse elle-même d'ailleurs aime bien voir des choses qui... Mais c'est bien, je crois. Ce sont des personnages toujours beaucoup plus complexes. On s'intéresse à des gens qui ont une certaine attitude un peu anormale. On se dit, mais qu'est-ce qu'il y a chez ce personnage qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a eu? Pourquoi il est comme ça? Et c'est beaucoup plus agréable à travailler qu'un personnage comme ça qui n'a pas de problème. J'aime pas les personnages qui n'ont pas de problème. Je les trouve très ennuyeux. Vous savez, les gens harmonieux, c'est bien comme ça, juste à regarder 5 minutes, il faut se sauver très vite. C'est l'ennui terrible. Terrible. Vous ne trouvez pas? Si, l'harmonie, c'est synonyme d'ennui chez moi. Mais d'ennui au bout d'un certain temps, bien sûr. On a envie que les choses soient harmonieuses. On a envie qu'une représentation soit harmonieuse. Mais elle est harmonieuse pendant 1h30, comme ça, et c'est formidable parce qu'on a un moment de plaisir extraordinaire. Mais l'harmonie telle qu'on l'entend, c'est-à-dire les gens n'ont pas de problème. Moi, j'aime bien que dans une pièce, il se passe des choses. J'aime bien que tout d'un coup, il y ait peut-être un spectateur qui se mette à hurler parce qu'il a un malaise, on ne sait rien, on se dit il se passe quelque chose. Ça m'est égal, moi, qu'il y ait des choses qui se passent en dehors. Je trouve que ça nourrit un peu, et que des acteurs arrivent un soir, ça m'arrive souvent, ou de mauvaise humeur, ou pas en forme, ou au contraire super dynamisé. Le personnage est abordé différemment. Je trouve ça intéressant d'avoir tout d'un coup l'acteur en face qui fasse des choses tout à fait différentes. Alors ça casse l'harmonie habituelle, espèce d'habitude, de confort dans lequel on se... Les pantoufles. Oui, pas les pantoufles. Ouais. On pourrait effectivement faire ensemble une partie d'échecs, bien que j'y joue très mal. Vous m'avez dit que vous aimiez beaucoup, que c'était un des seuls jeux que vous aimiez. Si ce n'est que de jouer avec le cinéma, le théâtre et la télévision. Oui, non, c'est le seul où il faut beaucoup de patience et où j'en ai. Ah, d'accord. Vous avez à 2 reprises parlé de Bras de Fer, on va en parler maintenant, Vergès. Oui. Alors, dites-nous. C'est parce que c'est récent et que je m'en souviens encore. non, parce que c'est un personnage que j'aime beaucoup. Un personnage très ambigu, on en parlait tout à l'heure. J'aime bien les personnages ambigus et disons extrêmement complexe de cheminement d'esprit comme ça, c'est-à-dire des personnages qui ont un parcours très très bizarre, c'est-à-dire tout à fait exceptionnel. Évidemment qu'on a toujours envie de jouer des gens exceptionnels. Tous les personnages de la comédie classique ou de la tragédie classique sont des personnages hors du commun. Alors c'est vrai que quand on se retrouve dans des films de fiction où des personnages du soi-disant quotidien interviennent, on a envie que malgré tout ces personnages soient un petit peu en dehors de ce quotidien et à raconter un certain nombre de choses et de n'avoir des sentiments ou ce que je disais tout à l'heure, des cheminements qui ne sont pas vraiment courants. C'est un film auquel vous teniez énormément. Votre participation était d'ailleurs, si j'ose dire, bénévole. Oui, enfin, pour dire la vérité, je commence à toucher un petit peu d'argent dessus, mais léger. Parce qu'il a fait quelques entrées, quelques entrées quand même. Mais vous avez ressenti comme une injustice, peut-être que le public ne s'y est pas précipité. Non, pourquoi? C'est pas une injustice, c'est dommage, c'est tout. Mais c'est pas une injustice, qu'est-ce que vous voulez? Un film qui se passe pendant la dernière guerre, ils en ont vu beaucoup, bien que celui-là n'ait rien à voir réellement avec cela, que c'est simplement une toile de fond. Oui, c'est une histoire d'amour, d'amitié, de passion, de trahison, mais traité par Vergès, ça devient une chose extrêmement délicate et subtile. Non, ça c'est certain que c'est un film auquel je tiens beaucoup. Parce que dans une carrière d'acteur, on a quelques enfants chéris quand même. Alors on n'ose pas trop le dire pour ne pas décevoir les autres, mais c'est un enfant chéri celui-là, parce que c'est un gros travail d'acteur qui a été pas toujours perçu, mais qui l'a été quand même un peu. Et puis un travail agréable avec Gérard et avec Angela Molina et Malavoie. Donc, puis je suis fier d'avoir fait ce film.
Il est certain, si j'essaie de bien vous comprendre, qu'on peut prendre des risques au théâtre ou au cinéma en interprétant, en faisant sortir une autre facette de sa personnalité, comme on dit, en s'engageant véritablement dans une espèce de zone d'ombre qu'on met tout à coup fort en lumière. Mais il y a aussi, dans certains films et dans certaines pièces de théâtre auxquelles vous avez participé, il y a un véritable risque physique. Et notamment dans le cas 2, où pendant un certain nombre de représentations, en direct, tous les soirs, vous escaladiez une montagne, enfin, puisque vous jouiez à une sorte de huis clos sur un plateau d'Himalaya, je pense. Oui, oui. Et vous escaladiez en scène. Mais il fallait, une scène énorme, il fallait quand même apprendre à grimper, oui. Oui, ça, j'avais travaillé, ça, j'avais eu des bons professeurs. Mais les risques, moi, ça me fait toujours un peu rire. Les risques, oui, les risques physiques. Je dis toujours que les cascades psychologiques sont beaucoup plus graves et beaucoup plus dangereuses que les cascades physiques. Oui, mais enfin, s'il y a des jeunes qui vous écoutent, des très très jeunes, c'est peut-être un mauvais exemple aussi de dire que les risques physiques ne sont pas dangereux. Hein. Non, c'est pas un mauvais exemple, mais on vous laissera jamais faire des choses extrêmement dangereuses. C'est-à-dire qu'il y a les cascadeurs qui sont là pour ça et qu'eux connaissent bien ce boulot-là. Il est évident que ce que j'ai fait dans le cas 2, les descentes en rappel étaient les plus dangereuses, c'est les descentes à la Chamoniarde, c'est-à-dire sans réel de sécurité. Donc j'étais le seul à pouvoir m'assurer vraiment. Je l'ai fait 250 fois, enfin plus que ça, puisque 750 fois. Alors multiplié par oui. Le nombre de fois où je descendais. Mais c'est une question d'attention. Bon, on prend quelques risques, mais alors vous savez, dans la vie, vous prenez des risques en traversant la rue. Ça, c'est plutôt excitant, je trouve que c'est plutôt agréable. Comme dans les spécialistes, on a pris quelques risques, mais... Oui, on prend toujours quelques risques. Prendre la voiture et doubler en côte, et se balader au-dessus du vide avec simplement tenu aux menottes. Parce qu'on n'a pas l'habitude de le faire. On a l'habitude de monter dans sa voiture, mais on n'a pas l'habitude de grimper sur des parois verticales. Mais est-ce que vous avez besoin de ça pour que les choses éclatent un peu, pour que les choses bougent? J'ai l'impression que j'ai besoin de ça. Non, j'ai pas vraiment besoin de ça. Ça m'amuse. J'aime faire des choses différentes, ça m'amuse. J'aime bien faire des pieds de nez, vous parlez de pieds de nez tout à l'heure, j'aime bien ça de temps en temps. Et puis les faire à la vie elle-même. Vous aviez envie de faire ce film avec Gérard Lanvin, hein? Oui, j'avais envie de faire un film avec Gérard parce qu'on se connaissait de loin comme ça et qu'on s'est dit un jour, ce serait bien de faire un film ensemble, ce serait marrant. On a fait un film ensemble, on s'est bien amusé. Avec des dialogues de Michel Blanc? Oui, Michel, ici présent, vous direz qu'il en a pas fait beaucoup parce que c'est vrai, il a signé, mais... C'était beaucoup des dialogues d'origine. On s'est retrouvé un petit peu, viens chez moi, j'habite une copine. Oui, un petit peu, bon, c'est amusant. Bon, il nous a aidés sur certains trucs, mais c'est pas vraiment lui, finalement, les dialogues. Alors, on a beaucoup insisté sur cette scène où vous étiez suspendu dans le vide, simplement maintenu par des menottes, et puis qu'il y avait Lanvin là-haut qui essayait de vous retenir. Là, il y a eu un danger quand même, quelque part, ou bien... Il y avait les foies, mais pas un danger véritable. C'est toujours pareil, en escalade, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on a plus peur que le danger n'existe réellement pas, finalement. Une bonne corde, un bon piton, ça tient. Oui. Le danger en montagne, c'est le temps. Il y en a d'autres, c'est vrai, mais en même temps, il y a si peu d'accidents par rapport au nombre de grimpeurs. Donc c'est pas ça, je crois que c'est la peur, c'est l'angoisse. C'est vrai que c'est impressionnant de grimper la Tour Eiffel et se retrouver dans le vide partout. C'est très impressionnant, il faut avoir le courage de le faire. Mais on sait qu'on a la trouille, j'ai la trouille, il fallait que je fallait vaincre la trouille. Donc c'est un exercice supplémentaire, c'est comme vaincre le trac, c'est la même chose, c'est vaincre le trac au théâtre. On le vainc pas d'ailleurs, puisque on est là, pas tous les soirs, non. Mais enfin, on est là en coulisses dans les premières représentations. Et on est vert de peur, on se dit s'il pouvait y avoir une bombe dans le théâtre et qu'on joue pas ça, ça serait formidable. Et puis on rentre, c'est excitant. Et au fur et à mesure que la pièce se déroule, on commence à prendre de l'assurance et on essaye de vaincre ce trac. Mais c'est la même chose pour ce genre d'exercice. Bon, c'est amusant, mais il faut pas trop y attacher d'importance. Et parfois des aventures beaucoup plus loin. Alors je pense à l'autre film, Les Longs Manteaux, que vous avez tourné en Argentine. Oui. Mais l'Argentine, c'était un pays à découvrir pour moi. Ensuite, c'est vrai que la démocratie s'est installée depuis Alfonsine, 83, début 84. Vous aviez fait un voyage aux Philippines aussi? J'ai fait un voyage aux Philippines. C'est pas grâce à moi si la mère Marcos est partie avec son mari. Mais j'avais œuvré à l'époque pour donner des lettres. Voilà, Amnesty vous avez confié une mission. Mais pas confié, c'est moi. Moi, j'avais accepté d'aller à ce festival et sachant ce qu'étaient les Philippines et le régime politique qui était. J'étais un petit peu honteux d'y aller et je ne voulais pas y aller sans y faire quelque chose de précis parce que aller pour un festival, c'est représenter à l'époque le Ruffian et Cat, c'était bien, mais il fallait y faire quelque chose. Il y avait quand même des gens là-bas, ceux qui n'ont justement pas au cinéma et qui est la majorité du peuple, était quand même important de faire quelque chose. Donc j'avais la possibilité de le faire, donc j'ai demandé à Amnesty, dont je faisais partie, de
me donnaient un certain nombre de dossiers. Ils m'ont donné un certain nombre de dossiers que j'ai étudiés. J'ai fait des lettres pour le fameux général Vert, dont on a parlé, ministre de la Défense, et aussi. Et pour le maire de Manille, puis une lettre en direct que j'ai donnée à Madame Marcos, qui pensait que c'était une lettre de compliment, parce qu'elle était entourée par plein de gens. Donc ça, je l'ai fait officiellement, ça devant la presse internationale. Et puis elle a lu la lettre. C'était le seul moyen pour qu'elle la lise, alors elle l'a lu, et puis j'ai été expulsé, évidemment. Mais bon, ça c'était normal de le faire. Mais bon, alors revenons à l'Argentine, puisque... Oui, non, mais enfin, c'est vrai que c'est aussi une des choses que vous avez faites. On reparle effectivement de ce film. Alors l'Argentine, oui. Alors moi, en Argentine, je suis parti, bon, parce que le film me plaisait, là, j'allais vraiment tourner un film, et le sujet me plaisait, m'intéressait beaucoup, et intéressait beaucoup les Argentins. C'était un moyen de faire des coproductions pour eux, de s'ouvrir vers l'extérieur, et aussi de parler d'un sujet qui est quand même très chaud chez eux, c'est-à-dire... C'était retrouver Béa aussi. C'était retrouver Béa, bien sûr. Alors je suis allé là-bas aussi avec un dossier d'amnistie, mais comme les généraux étaient en procès et qu'ils étaient en train de faire des recherches sur les disparitions, mais dont on peut se dire aujourd'hui que de toute façon il n'y a aucun espoir de les retrouver, donc j'avais pas grand-chose à faire, moi. Et de quoi me mêlais-je d'arriver là-bas et de leur dire ce qu'ils avaient à faire alors qu'ils étaient en train de le faire et que c'est une démocratie qui s'installe. C'est quand même déjà tout à fait extraordinaire le changement qu'il y a pu y avoir là-bas. J'essaie de demander encore un mot des lombes du film, parce que j'aimerais bien qu'on envoie un extrait. Hein, je crois que c'est important, de ce tournage. Je ne vais pas vous raconter le film, parce que le tournage était intéressant. On tournait à 4000 mètres. Voilà, c'est ça. Dans les Andes, c'est un paysage superbe, avec des gens adorables, un accueil tout à fait extraordinaire, très chaleureux. Le départ que j'ai eu, moi, de l'Argentine était très émouvant. Enfin, ils m'ont fait des cadeaux. Ce que je voulais savoir, quand on quitte cet endroit-là, où il y a plein de choses qui sont venues... Oui, 3 mois dans un endroit comme celui-là, aussi au contact des Indiens, qui sont les seuls qui restent dans le nord de l'Argentine. Et puis les gens avec qui on a travaillé, c'est vrai que c'est dur. En France, c'est pas dur pour moi de partir, parce que je sais que je vais les retrouver. Mais eux, je vais pas les revoir. Et c'est tout à fait étonnant, parce qu'on a vécu vraiment très, très proches les uns des autres, puisqu'on vivait dans le même hôtel, petit hôtel qu'il y avait. Donc c'était très émouvant et très, très bizarre. Et en même temps, des contacts que j'ai eus avec des comédiens que je n'aurais jamais ici en France, avec des comédiens français. Des gens qui ont tellement souffert. Alors, je ne dis pas qu'il faille automatiquement souffrir pour être intéressant, mais c'est vrai qu'on vit un peu dans une facilité. Alors c'est pas de notre faute, bien sûr, mais eux, ils ont tellement vécu de choses, c'est tellement difficile que je suis allé, ça c'était tout à fait passionnant, je suis allé dans une école de théâtre qui avait un des acteurs du film, qui s'appelle Lito Cruz, qui est un très très bon acteur, et un type tout à fait extraordinaire. Et il m'a invité à faire un débat avec les 150 élèves qu'il a. Et les élèves là-bas, dans les écoles de théâtre, ils ont entre 15 ans et 75 ans. Il y a des gens qui viennent à 50 ans prendre des cours de théâtre. Une espèce de passion absolument réussie. Ça a duré 3 heures, le débat, et les questions étaient extraordinaires. Il n'y a pas eu des questions qui m'ont ouvert des portes formidables, des questions qui m'ont complètement bouleversé, qui m'ont obligé à aller beaucoup plus loin, à rechercher des choses et à les expliquer avec eux, à être obligé d'aller vraiment très très loin. Et ça a été formidable. Je crois que ces 3 heures-là ont été phénoménales par rapport même à la remise en question que je peux avoir quotidiennement sur mon métier. Le départ était déchirant. C'était assez émouvant, oui, ce départ. Parce que j'ai eu d'autres malheurs dans ma vie. Mon père venait de mourir le jour de la fin de mon tournage. Là-bas en Argentine, c'est-à-dire que le matin du dernier jour de tournage, j'ai appris qu'il était mort, donc je suis rentré le soir après le tournage, et eux ils l'avaient appris, etc. Et c'était tout à fait formidable. C'est des gens tout à fait extraordinaires. Comment ? On s'écrit ? On s'écrit, oui, un petit peu, mais c'est très délicat parce que c'est rien là. On lit, c'est vrai que je regrette qu'on n'écrive pas assez maintenant, mais en même temps, le contact que j'ai eu avec eux est trop fort pour que l'écriture soit suffisante derrière. C'est très sensuel, c'est très charnel, c'est très physique. Les rapports qu'on a avec ces gens-là sont la fête, par exemple, chez eux, quelque chose de très important. On parle comme d'une image d'Épinal du tango, mais je suis allé dans des endroits écouter des tangos, c'est tout à fait étonnant, parce que c'est pas du tout le tango qu'on a ici. Qu'est-ce qu'il dit le fils quand il voit son père à l'écran au théâtre ? Bon, ça l'étonne plus beaucoup, mais c'est moi que ça étonne plutôt maintenant, parce que je me dis si ça l'étonne pas, s'il se pose pas trop de questions, c'est un peu emmerdant, parce qu'il va avoir en grandissant des surprises de toute façon. Mais c'est très bizarre, parce que je crois qu'il malgré tout, il doit y avoir quelque chose, un déclic qui ne doit pas se faire encore, parce que les gens vont travailler, nous on va jouer. Alors c'est quand même emmerdant. C'est pas tout à fait sérieux. Alors, il est venu un jour à une répétition, et puis
Il est venu, il n'a rien dit pendant une demi-heure. Puis à la maison, un jour, il me fait monsieur. Je lui fais monsieur. Il me répond, on se moque de moi dans cette maison. C'était les répliques de la pièce. Alors j'ai fait, pourquoi il me fait monsieur? Alors je dis, je joue avec lui, il me fait monsieur. Je fais monsieur. Il me fait monsieur, on se moque de moi dans cette maison. C'est une réplique pas de moi, une réplique de Bernard Crombé dans la pièce. Il y a une très jolie histoire d'enfants sur des enfants d'acteurs, mais vrai, on m'a raconté il y a pas longtemps. Il y a une mère qui dit, tu diras à papa, écoute voilà, comme il va au théâtre ce soir, c'est sa première, et il y a un mot qu'on dit toujours, c'est merde. D'abord, les yeux de l'enfant qui font titre, on n'arrête pas de me dire, arrête de dire des gros mots, et Dieu sait s'ils en disent, et beaucoup plus que nous. Et bon, il me dit, écoute, c'est un gros mot, je sais, mais c'est comme ça, c'est une tradition, on dit, et papa, ce soir, tu lui dis merde. Et le gosse, bon d'accord. Et le soir, le père s'en va, mais là, qu'est-ce que tu dis à papa? Il regarde son père, il dit rien. Mais c'est bien, tu dis quelque chose à papa. Il le regarde, il cherche comme ça, il cherche, il le regarde, il fait con. Parce que fallait trouver un gros mot, il savait plus lequel c'était, peu importe, et il a trouvé celui-là. C'est très joli parce que c'est complètement décalé. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Bon, on se revoit ces jours. Oui. On se voit toujours. Mais encore. Non, je demande rien finalement, sinon la surprise, c'est-à-dire avoir le plaisir, continuer à avoir du plaisir et que les spectateurs continuent à venir, soit au théâtre, soit au cinéma, parce que c'est finalement pour eux que je travaille. Évidemment, c'est une grande mission que je me donne, mais ça n'a pas si mal fonctionné jusqu'à maintenant, et je crois que l'important pour un acteur, c'est que ça continue, et que la chute soit pas trop douloureuse. Pour une chute? Ça arrive souvent, on a vu les plus admirables acteurs, je ne peux pas par leur faute automatiquement, mais parce que c'est un métier extrêmement difficile et quelquefois ingrat, mais c'est peut-être aussi pour ça qu'il est formidable et étonnant. Mais on aurait envie de continuer à leur faire plaisir. Et à se faire plaisir en même temps. Bien sûr, mais ça, faites-moi confiance.